Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on se plonge dans la vie, l'héritage d'une figure vraiment majeure du Sahara occidental, Cheikh Ma Al-Aynain. On va s'appuyer pour ça sur pas mal d'informations assez riches, assez détaillées qui nous ont été fournies. Notre but, ben, essayer de mieux cerner cet homme complexe. Érudit, chef spirituel, résistant. Et pour lancer la discussion, un fait, moi je trouve assez stupéfiant, c'est le fondateur de Smara, une ville construite littéralement au milieu de nulle part dans le désert. Ça pose le personnage, hein. Allez, on y va! Tout à fait. Cheikh Ma Al-Aynain, c'est une personnalité vraiment complexe et son influence, elle dépasse très largement les frontières du Sahara. Son parcours est un mélange fascinant. Il y a l'érudition islamique très pointue, le mysticisme soufi, l'action politique et puis, bien sûr, la résistance armée. Les documents, d'ailleurs, le comparent, et je pense que c'est juste, à d'autres très grandes figures. On pense à l'émir Abdelkader ou à Omar al-Mortar. Ça donne une idée, je crois, de son importance historique. Alors justement, revenons un peu en arrière. Ses origines. Les sources nous disent il naît Mohamed Mustafa Ould Cheikh Mohamed Fadel Ould Mamin le 10 février 1831. Ça correspond au 27 Sha'aban 1246 de l'Hégire. C'était où? Dans le Oud Esch-Chargui, en Mauritanie actuelle, et déjà issu d'une famille très, très reconnue pour son savoir, sa piété. Exactement, et cette lignée, elle est vraiment fondamentale pour comprendre son parcours, son ascension. Son père, Cheikh Mohamed Fadel, était lui-même un très grand érudit soufi. On le décrit comme le plus influent de son milieu. Et sa mère, Mounetoumint El-Bekaye, elle venait aussi d'une tribu réputée pour sa science, les Idaouali. Donc, il a vraiment baigné dès l'enfance dans une culture religieuse, intellectuelle, de très très haut niveau. Il y a un témoignage, celui de Mohamed Al-Amin Al-Shinkiti, qui dit de lui qu'il était l'érudit unique. Il affirme même avoir vu chez lui des choses qui l'ont, je cite, sidéré. Oui, et les récits sur sa jeunesse sont assez dingues en fait. Mémoriser le Coran selon les 7 lectures canoniques à 10 ans. Enseigné dans l'école de son père avant 20 ans. Déjà célèbre dans sa région à 26. C'est une précocité intellectuelle phénoménale, non? Exceptionnel, oui. Même pour l'époque et ce milieu-là. Ça montre une capacité d'apprentissage, une maturité intellectuelle vraiment hors norme. Ça explique en partie son influence plus tard. Ce n'était pas juste le fils d'eux. Il s'est affirmé très très vite par ses propres mérites. Et il y a ce moment clé, souvent raconté dans les sources, quand son père l'appelle et lui dit partir, de filer vers le nord. La métaphore est forte. 2 étalons ne peuvent cohabiter dans le même enclos. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans ce contexte soufi? Il avait que 18 ans, c'est ça? Oui, tout jeune. Et c'est bien plus qu'une simple suggestion de voyage, vous savez. Dans la tradition soufie, c'est un acte fort. Le maître reconnaît que le disciple, il a atteint une stature suffisante pour voler de ses propres ailes, pour accomplir sa propre destinée. C'était un appel à aller chercher plus de savoir, oui bien sûr, mais aussi à développer sa propre voix, sa propre influence, tout en s'appuyant sur l'héritage de son père, la voie spirituelle, la Tariqa Fadiliya, issue de la Qadiriya. C'est vraiment le lancement de sa quête personnelle, de sa mission. Et quelle quête? Il commence un long périple en 1858, donc 1274 de l'Hégire. Direction Le Hadj, la Mecque. Il passe par Chinguetti, qui était un grand centre intellectuel à l'époque. Et fait notable, les sources mentionnent une rencontre très tôt avec le sultan du Maroc, Mohamed IV, à Marrakech. Ce lien avec le pouvoir marocain établi si tôt, ça semble être un fil rouge, non? Absolument fondamental, ce voyage. Le Hajj, c'est l'accomplissement d'un pilier de l'islam, évidemment, mais à cette époque, c'était aussi, et peut-être surtout, une occasion extraordinaire de brassage intellectuel. Il va rencontrer des savants de tout le monde musulman, il va confronter ses idées, apprendre, c'est une ouverture immense. Les récits de son voyage décrivent d'ailleurs son émotion spirituelle, très intense à la Mecque, mais aussi son regard curieux, précis, sur l'architecture de la mosquée sacrée, Al-Haram. Et après la Mecque, il ne rentre pas tout de suite, il part en Égypte. Il y reste presque 6 mois, entre le Caire et Alexandrie. Qu'est-ce qu'il y cherchait au juste? Les documents montrent qu'il est fasciné par certaines choses. Les trains, ça l'intrigue. Mais surtout les institutions, comme Al-Azhar, les bibliothèques. Oui, et ce séjour égyptien, je pense qu'il est vraiment crucial pour sa formation politique. Il observe de près la société égyptienne de l'époque,
la modernité qui arrive, oui, mais surtout l'influence européenne qui grandit, l'effervescence autour du projet du canal de Suez, et ce qu'il perçoit comme une forme d'oppression déjà. C'est là, il me semble, que se forge sa conviction, que le monde islamique doit se réformer, de l'intérieur, s'unir et résister par ses propres moyens face à l'avancée coloniale. C'est une prise de conscience politique majeure, en fait. D'accord. Donc il revient de ce long voyage transformé. Avec une vision plus large, et c'est son père qui l'encourage à s'installer plus au nord, dans la Sakiat al-Amra. Pourquoi là spécifiquement? Le choix de Sakiat al-Amra, il est éminemment stratégique. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle, hein. La pression coloniale française, espagnole, elle s'accentue partout. S'installer là, c'est créer un pôle de stabilité dans une région charnière. Une région encore assez préservée, mais très convoitée. C'est une base pour diffuser son enseignement, oui, pour asseoir son autorité spirituelle, mais aussi, et ça va devenir crucial, pour organiser la résistance future. Il anticipe les menaces, en quelque sorte. Et c'est de là qu'émerge ce projet. Incroyable! La fondation de Smara, vers 1894. Bâtir une ville, carrément. Un centre religieux, éducatif, une zaouïa au milieu de nulle part. Comment c'est possible? Al-Shinkiti décrit un lieu plein de vie, avec près de 10 000 personnes qui y vivent. C'est énorme. C'est un projet pharaonique pour l'époque et le lieu. Les motivations, elles sont multiples. Créer un centre permanent pour l'enseignement, la spiritualité, bien sûr, ça c'est la base, mais aussi unifier les tribus sahraouis, elles étaient souvent en conflit, hein, les rassembler autour d'un projet commun, d'une autorité reconnue, et surtout affirmer une présence forte, organisée face aux appétits coloniaux. C'était un acte politique autant que religieux et social. L'architecture même de style maroco-andalou, d'après les descriptions, ça montre une ambition culturelle claire et affirmée. Mais un projet comme ça doit coûter une fortune. Comment il a financé ça? Les sources parlent du soutien du sultan marocain Moulay Abdelaziz, mais il y a des nuances, apparemment. Oui, le rôle du sultanat est essentiel, c'est sûr, mais les interprétations divergent un peu. Certains historiens, comme Mortar Soussi, suggèrent que Ma'al al-Aynayn a, disons, habilement utilisé l'influence qu'il avait acquise auprès du jeune sultan pour obtenir des fonds considérables. D'autres pensent que c'est plutôt le régent de l'époque, Bah Ahmad, qui était très puissant, qui a financé Smara pour s'assurer l'appui spirituel et politique du Cherk dans ces régions du sud, stratégiques. Peut-être un peu des deux. C'est probable, oui. Il y a sans doute une part de vérité dans les deux visions. Ce qui est certain, c'est que le financement venait en grande partie du Makhzen, le gouvernement central marocain, et puis aussi des dons des disciples. Mais Mokhtar Soussi soulève un point intéressant, critique même. Il estime que ce financement massif a lourdement pesé sur les finances marocaines, qui étaient déjà fragiles, que ça a contribué à la crise financière du royaume à cette période. C'est une perspective, à considérer aussi. D'accord. Alors, au-delà du bâtisseur, il y a l'intellectuel. On parle de plus de 100 ouvrages. C'est... Prodigieux. Il écrivait sur quoi, principalement? C'est une œuvre immense et très variée. Ça témoigne d'une érudition quasi encyclopédique. Il touche vraiment à tout. Le droit islamique, le fiqh, ses fondements, les usul, la théologie, le soufisme bien sûr, la langue arabe, la poésie, mais aussi des écrits plus liés à la réforme, l'islam, et au contexte politique de l'époque. Il a des travaux majeurs sur les finalités supérieures de la loi islamique, les marcrassiers de Sharia, ou son commentaire d'un texte fondamental comme les Muwafaqat d'Al-Shaytibi. Ça montre la profondeur de sa pensée juridique et réformiste. Malheureusement, si certains livres ont été imprimés, beaucoup sont encore manuscrits. Et d'autres sont perdus. Et sa voix soufie, la Fadilia, qu'est-ce qu'elle avait de si particulier? Les sources disent qu'elle surprenait certains ses contemporains. Oui, ce qui est frappant, c'est son caractère très, très inclusif. Contrairement à d'autres maîtres soufis de l'époque, il n'exigeait pas de ses disciples qu'ils abandonnent leur affiliation à d'autres confréries, d'autres tarikas, comme la Tijaniya ou la Nassiriya. Non, il leur donnait les prières, les litanies, les wirds qui correspondaient à leur voie d'origine, tout en les intégrant dans sa propre chaîne spirituelle. Il mettait l'accent sur la fraternité, la mouacha entre musulmans. Il considérait le soufisme avant tout comme une méthode, un minhaj pour atteindre Dieu. Une méthode adaptable, ouverte. Et cette souplesse, cet universalisme, ça a pu déconcerter, oui, l'étonnant d'une orthodoxie confrérique plus stricte. C'était assez novateur, en fait. Et cette posture d'unité, de réforme, ça le mêle aussi à l'action directe.
à la résistance armée contre la colonisation. Comment ce passage s'opère? C'est une évolution assez logique. Malheureusement, face à la pression qui grandit, les Espagnols sur la côte, les Français qui progressent depuis l'Algérie, le Sénégal, son statut de représentant officiel du sultan marocain dans la région, ça lui donne la légitimité pour appeler au djihad défensif, pour protéger, comme il le disait, la terre, Arde, et la foi ou l'honneur, Iord. Ce n'est pas une agressivité gratuite, c'est vraiment une réponse à une menace perçue comme existentielle. Il va donc organiser les tribus qui étaient souvent divisées et mener des campagnes militaires en Mauritanie et dans le sud marocain. On a cet épisode de 1884, oui, où il met les Espagnols au défi. Convertissez-vous, partez ou montrez une autorisation du sultan. Ça montre sa détermination, quand même. Oui, et son affirmation de la souveraineté marocaine sur ses territoires, même si cette souveraineté était de plus en plus contestée par les puissances européennes, évidemment. Mais cette résistance, elle devient de plus en plus difficile. Le vrai tournant, c'est la conférence d'Algésiras en 1906. Pourquoi cet événement est si important? Algésiras. Oui, ça revient souvent. Parce qu'Algésiras, ça officialise le partage d'influence franco-espagnole sur le Maroc. Et ça affaiblit considérablement l'autorité du sultan. Concrètement, ça permet aux Français de contrôler beaucoup plus étroitement le territoire et surtout de couper les lignes de ravitaillement, de soutien financier qui arrivaient du nord vers Mahaboud al-Aynen. C'est un coup très très dur pour sa capacité de résistance. Les grands rassemblements qu'il organise à Tiznit en 1906 et 1907, c'est d'ailleurs une tentative un peu désespérée de rejeter les conclusions d'Algésiras et de remobiliser les forces. Et pendant toutes ces épreuves, on note cette relation constante avec les sultans marocains. 5 au total. C'est énorme. Comment cette relation est décrite dans les sources? C'est une constante, oui, tout à fait. Elle est décrite de manière assez variable selon les moments, les sultans, parfois filiale, fraternelle, amicale, ou celle d'un conseiller spirituel très écouté, très influent. Cette relation, elle s'inscrit dans une longue tradition de liens entre le pouvoir central, le Makhzen, et les chefs spirituels, les chefs tribaux des régions sahariennes et de Mauritanie, du Chingoti. Pour les sultans, c'était un moyen d'asseoir leur autorité, d'assurer une certaine stabilité dans ces zones lointaines, difficiles à contrôler. Pour le cheikh, c'était une source cruciale de légitimité politique, religieuse et bien sûr de soutien matériel, même si ce soutien, il s'est tari avec la pression française. Au-delà du stratège, de l'érudit, les sources nous donnent parfois un petit aperçu de l'homme. Il y a cette anecdote assez touchante d'une lettre à son épouse Maïmouna en 1877. Oui, c'est un détail, mais il est révélateur, je trouve. Il est en pleine campagne militaire en Mauritanie, donc absorbé par des affaires très graves, très prenantes, et pourtant il commence sa lettre par des vers de poésie. Il exprime son affection pour elle, il lui assure sa fidélité à leur pacte d'amour. Ça montre une dimension plus intime, oui. Un respect pour les femmes et une capacité à maintenir des liens personnels forts malgré un contexte extrêmement difficile et une vie publique totalement dévorante. Finalement, la pression militaire française devient trop forte. Smara est en partie détruite, il me semble, et il doit se replier à Tiznit, dans le Souss, au Maroc. C'est là qu'il meurt en 1910, 1328 de l'Hégire. Quel héritage est-ce qu'il laisse derrière lui? Son héritage, il est immense et multiforme. Il y a l'héritage physique, bien sûr. Smara, même diminué, reste un symbole fort. Et puis, toutes les Aouïas fondées par lui ou ses disciples qui essaiment en Afrique. Au Soudan, en Égypte, dans le Golfe, en Afrique de l'Ouest, au Maroc. Mais plus profondément, je crois, c'est sa méthode, son minhaj, qui perdure. Cette synthèse unique d'érudition profonde, de spiritualité soufie, inclusive, réformiste, des leaderships politiques et de résistance anticoloniale. Il a vraiment marqué son temps, comme un savant majeur, un maître spirituel novateur, un bâtisseur audacieux, un unificateur de tribus, et puis une icône de la lutte contre la colonisation. Son influence intellectuelle spirituelle, elle s'étend bien au-delà du Sahara. Ses écrits sont encore étudiés, sa méthode inspire toujours. Il est devenu plus qu'un simple fondateur de confrérie. Une référence, une voix à part entière. Si on essaye de synthétiser tout ça, Cheikh Meh El Aïn nous apparaît donc comme une personnalité d'une densité incroyable. C'est ça, l'érudit dont le savoir impressionne, le bâtisseur qui défie le désert, le mystique qui prône l'unité dans la diversité, le politique qui navigue entre les tribus et le sultanat, et le résistant qui se dresse contre l'invasisseur.
Une figure vraiment complexe, dont l'action et la pensée continuent de résonner aujourd'hui. Et peut-être qu'une question intéressante qui émerge de tout ce matériel, c'est justement cette approche soufie si particulière. Cette insistance sur l'inclusion, la fraternité au-delà des affiliations spécifiques. Face aux défis qu'on connaît aujourd'hui, aux divisions, aux pressions externes, qu'est-ce que cette posture, cette tentative d'unir sans forcément uniformiser peut nous apprendre? C'est une piste de réflexion, je pense, que son parcours nous offre, au-delà de l'histoire elle-même. Absolument. Une figure dont la richesse, la complexité invitent vraiment à poursuivre l'exploration. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la vie et de l'œuvre de Sheikh Mahal Al-Aynain.